Recevoir encore une fois dans ce magazine chronique de Patrick Lokala sur WEMSA Télévision de notre directeur général Paul Tossou. Aujourd'hui, nous allons recevoir un seul invité, la spéciale chronique de la semaine de Patrick Lokala. Nous recevons sur ce beau plateau de WEMSA Télévision Sile Kanangila. Il est le secrétaire national en charge de la communication du parti politique congolais, Congrès national congolais de son excellence Pius Mwabulu Mbayu Mukala. Sile Kanangila, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala, salutations aux nombreux téléspectateurs de WEMSA TV. Clin d'œil spécial à mon aîné Paul Tossou, qui est votre directeur général. Merci beaucoup pour cet honneur que vous faites au Congrès national congolais, notre parti, le CNC, dont l'autorité. J'ai failli morale. confondre avec la Convention de Congolais Unis. Non, de l'honorable Lambert Mende. Nous sommes Congrès. J'aurais appris que congolais. Mende, Mwabilou sont des meilleurs amis. Ce n'est que normal que je confonde un peu les CNC avec la CCU. Mais moi, je ne viens pas ici répondre à une invitation pour commenter l'existence de l'amitié ou non. C'est une parenthèse. Je viens ici répondre à votre invitation pour parler CNC, parler de mon autorité morale, son excellence Pius Mwabulu Mbayu Mukala, parler du président de la République, parler pays, parler élection, et donc l'idée. Pas parler individu. Non, moi, les débats autour des individus, pour moi, il est on va revenir sur le Congrès national congolais, le CNC, parti du ministre Pius Mwabulu Mbayu Mukala. Aujourd'hui, nous avons retenu quelques sujets d'actualité pour vous, mesdames et messieurs. Nous allons d'abord aborder cette polémique autour de la conférence du pasteur Paul Mukendi. Vous le savez très bien, notre compatriote a tenté de négocier une salle au niveau de Chobez sans succès. Il est allé à Pullman. Selon nos informations, ça reste à vérifier, sans succès. On aurait appris des sources dignes de foi qu'au moment où nous vous parlons, il serait en train d'obtenir une salle pour organiser sa conférence et vous serez fixé sur les modalités pratiques par rapport à l'organisation de cette conférence de notre révérend pasteur Paul Mukendi. Agression de la résidence de l'honorable Jean-Marc Kabunda. Vous le savez, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a vu sa maison être saccagée, sabotée par certains éléments de la garde républicaine. Il lui serait reproché aux éléments commis à la garde de l'honorable Jean-Marc Kabunda d'avoir désarmé un élément de la police, de la garde républicaine. Et la réplique a été sanglante. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Par rapport à ça, l'UDPS semble être très, très divisée. Nous allons aborder la question avec notre invité, bien que n'étant pas de ce parti politique, allais-je dire, de la famille du président de la République, mais au moins il va donner ses points de vue, ses analyses par rapport à ce que nous avons vu, par rapport à tout ce que tout le monde a pu décrier par rapport à l'agression et au sabotage de la résidence, mais aussi par rapport aux responsabilités à établir sur des faits infractionnels qui ont été commis à l'occasion de ces événements macabres et malheureux que tout le monde a décrié. Depuis quelques heures maintenant, on va les dire comme ça, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche complet. Les quelques délégués qui manquaient ont été complétés, ensuite investis par le président de la République. Désormais, la machine électorale est en marche, mais de l'autre côté de la coalition Lamouka, tout comme du FCC qui a contesté ces délégués, on continue toujours à lutter pour la dépolitisation de cette centrale électorale, mais aussi au consensus qu'il faut avoir par rapport à l'organisation des scrutins qui pointent à l'horizon. Sile Kanangila,
Pour commencer, on va d'abord parler, je vais certainement vous donner un peu de temps pour que vous nous parliez un peu du congrès national congolais, le CNC, parti de Pius Mwabilou Mbayou Mukala, je prononce bien les noms du ministre. Qu'est-ce qui se passe un peu? Vous êtes en début du fait que vous êtes devenu politique, vous vous intéressez également à la vie religieuse. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui tourne autour du pasteur Paul Mukendi? Il a fui pratiquement le Canada, il s'est retrouvé au pays, il a tenté d'organiser des conférences à Chobez, tout comme à Pullman, ça n'a pas été. Qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à tout ce qui arrive à ces pasteurs très célèbres, non seulement sur les réseaux sociaux, mais au niveau de la capitale? Merci beaucoup, Patrick. Le fait pour moi d'être politique ne m'enlève pas ma croyance. Je suis au départ chrétien et j'ai fait la promotion des valeurs chrétiennes. Mais je suis journaliste des formations et des promotions, des professions. Ça veut dire qu'il est de mon devoir d'aller vers l'information, de la chercher partout où elle se trouve. C'est dans ce sens que j'ai dû mener mes recherches pour comprendre les contours du dossier du pasteur Paul Mukendi. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est un homme de Dieu puissant, congolais, qui a pendant longtemps vécu au Canada, précisément dans la ville de Québec. Québec, oui. Québec, où il a été... Il a une église là-bas, il a installé une grande église. Il fait partie... Avec plusieurs fidèles. Il fait partie de voix le plus audible au Canada, le pasteur Paul. Il fait partie des leaders d'opinion sérieux, le plus suivi. Il fait partie de quelqu'un grâce à qui Dieu a visité beaucoup de gens, blancs, noirs, africains, asiatiques, américains et j'en passe, sur les plans spirituels, matériels et même financiers. Alors, qu'est-ce qui se passait? Que je vais être un peu bref. Lorsque le vent de l'homosexualité a commencé à souffler à travers le monde, il y a des églises, il y a des institutions, il y a des secteurs au Canada où l'homosexualité était un sujet tabou. Jusqu'aujourd'hui, il y a quand même des endroits au Canada, ou même aux États-Unis, où ce phénomène est en train d'évoluer. Certains endroits, ce n'est pas encore détabouisé. Bien sûr, bien sûr. Mais entre-temps, le système avait pris l'ampleur incroyable. Et Paul Mukendi s'est juste levé pour dire aux Canadiens, aux Américains, aux Asiatiques, bref, au monde entier, que l'homosexualité est un péché, les faire, qu'il faut bannir, mettrait Dieu en colère et Dieu risque de fouetter le monde. Voici le péché commis par cet homme qui a d'ailleurs été interpellé lorsqu'il commence le message. Les gens, sachant qu'il est écouté, que les gens peuvent vite les suivre, il a été mais s'est-il pas mis en difficulté, d'autant plus qu'il savait qu'au Canada... C'est de ça que je parle, justement. Le phénomène a été quand même un peu légalisé. Vous vouliez qu'il se mette en difficulté avec Dieu qui lui a donné le message, en épant les diffuser ou le donner au peuple de Dieu, ou vous vouliez plutôt qu'il soit en parfaite relation avec son Dieu pour avoir accompli la mission qui lui a été confiée par celui-ci. L'homme a opté pour sa parfaite relation avec les seigneurs, il a lancé le message qui a été mal à ses risques et périls. À ses risques et périls. Voilà ce qui lui coûte le montage d'un viol qui n'a existé que dans les têtes de gens qui ont monté cela, qui étaient à la manœuvre. Pourquoi ne s'est-il pas présenté pour mais écoutez, je vous avancer ses moyens de défense? Il a préféré quand même fuir du Canada pour le Congo. Il s'est présenté. On a amené une fille qui a prétendu avoir été violée en 2000, alors que le pasteur est arrivé au Canada en 2003. Il y avait des problèmes. Et jusqu'à la fin de la procédure, la fille n'a pas changé de langage. Je ne sais pas, troublée, c'est pas par le Saint-Esprit. La fille a continué à clamer haut et fort qu'elle a été violée en 2000, alors que le pasteur n'est arrivé au Canada que vers les années 2003. Et donc là, il y avait une incohérence flagrante. Et donc le problème, c'était un montage grossier, bien fait, parce qu'on voulait faire taire un homme qui sont opposés à un phénomène. Paul a dit qu'il devrait agir comme Joseph en Égypte. Joseph, autour duquel plutôt un montage effectivement a été monté, mais vous connaissez la suite. Sur le même message qu'il amène ici au peuple quinois, au peuple congolais, ne vous conformez pas au siècle présent.
Voilà, ça c'est la partie du Canada. Ça c'est la partie. Oui, oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis déjà ici parce que c'est même le thème de la conférence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ce qui se passe ici, ce qu'il arrive dans son propre comme pays, citoyen, ouais. Nous avons vu ailleurs, on ne dit pas qu'il a fait cela. Mais lorsqu'un Français a des problèmes et qu'il trouve refuge chez lui, il est tout de suite protégé. Un Américain pareil. Nous ne pouvons pas comprendre cet acharnement autour du pasteur Paul Mukendi où certains compatriotes... Vous dites que Paul Mukendi n'est pas protégé par l'État? Non, mais il y a certains... Non, je ne parle pas de l'État, je dis qu'il y a certains compatriotes mal intentionnés qui semblent sympathiser avec les gens qui n'ont voulu la tête de cet homme que parce qu'il leur a apporté la bonne nouvelle, qui était à la manœuvre. Il arrive, le même message, le Seigneur le lui a donné, il n'a pas de choix, il doit les donner ici. On convoque une conférence biblique à Chaubeuse. La conférence n'a pas eu lieu pour des raisons qui restent vraiment à expliquer. La conférence est délocalisée vers Pullman. Également, elle ne s'est pas tenue, mais parce qu'il a un message, parce qu'il a un contrat avec le Seigneur. Quelles sont les raisons pour lesquelles Chaubeuse et Pullman ont refusé de... C'est le message de Paul Mukendi qui dérangerait. C'est le message de Paul Mukendi qui dérangerait. C'est son message qui dérangerait. Contre les homos. C'est son message qui dérangerait. Alors maintenant, il a pris rendez-vous. Pourquoi ce message dérangerait? Pourquoi ces messages dérangeraient Chaubeuse et Pullman? Non, je ne vais pas parler en termes de noms de gens ou des institutions. Parce que selon l'analyse, excusez-moi, c'est le Kanangila, selon l'analyse, vous avez dit le message qu'il a, c'est un message contre l'homosexualité. Il a voulu faire passer le même message au cours d'une conférence qui allait être organisée à Chaubeuse. Chaubeuse n'a pas accepté de la possibilité à Paul Mukendi d'organiser sa conférence. Il est allé solliciter à Pullman, même chose. Vous pensez que Chaubeuse et Pullman ont refusé à pasteur Mukendi d'organiser sa conférence tout simplement parce qu'il porte un message contre l'homosexualité? Non, moi je ne vais pas affirmer des choses comme ça. Regardez ma réflexion. Ma réflexion, c'est qu'effectivement, il a sollicité les deux endroits, la conférence ne s'est pas tenue. Maintenant, les raisons, il faut poser la question aux promoteurs des deux institutions pour comprendre les raisons. Mais moi, ici, j'ai réfléchi à haute voix. J'ai dit que l'homme a un message. Ce message, il lui a été donné par Dieu et il tient à donner ce message-là au peuple Kinon, au peuple congolais, coûte que coûte. C'est comme ça qu'après le rendez-vous manqué des Chaubeuse et celui des Pullman Hotel, maintenant, nous allons inviter les enfants de Dieu. Vous allez inviter? Bien sûr, mais je t'ai dit que je suis chrétien, moi. Attention, je suis d'abord chrétien. Chrétien de Paul Mukendi. Je suis d'abord chrétien, non, pas chrétien de Paul Mukendi. Paul Mukendi, c'est un homme de Dieu. Mais moi, je suis chrétien et j'ai un grand respect pour tous les serviteurs du Seigneur. Très bien. Et donc, j'ai dit que le 28, le 29 et le 30 janvier, cette conférence biblique sous les thèmes « Ne vous conformez pas au siècle présent » se tiendra à Kinshasa, dans la salle Mont Ararat, située au croisement des avenues des Huileries et Itaga. La salle est communément appelée Food Market. C'est une grande salle. C'est une grande salle. Nous serons là le 28, le 29 et le 30. Le bus de transport seront gratuits. Et donc, espérons que cette fois-ci, j'encourage les Quinois à venir massivement écouter ainsi dit l'Éternel. J'ai fini par un deuxième élément. Paul Mukendi amène une autre façon de faire dans la façon d'évangéliser. Ça veut dire il vous donne les spirituels. Vous l'aimez bien? Non, j'aime Dieu. Bon, s'il sert le Seigneur, je l'aime. Peu importe. Ça veut dire il vous annonce le Seigneur, mais s'il a la possibilité, il vous donne le matériel, parce qu'il n'y a pas que les fidèles qui doivent donner, le pasteur doit donner aussi, d'autant plus qu'avant d'être pasteur... Il fait l'opération retour. Oui, parce qu'avant d'être pasteur, ils sont d'abord fidèles, ils sont d'abord enfants de Dieu. Et donc, avant le 28, parce que la conférence commence le 28, le 29 et le 30, mais le 20 et le 27 janvier, de 16h à 19h, le pasteur Paul Mukendi va fêter avec le peuple kinois, c'est-à-dire qu'il va distribuer la farine et du riz à 1500 personnes. C'est quoi la condition? Vous arrivez dans la salle. Avant d'entrer, vous prenez juste le macaron. Après la prière, il y aura des véhicules, il y aura ces services qui vont vous distribuer la farine, du riz, et ainsi de suite. L'idée, c'est de fêter avec le peuple quinois, c'est comme un échange de qu'il soit chrétien, c'est comme un échange de vie, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Très bien, nous allons clôturer cette page religieuse qui tourne autour du pasteur Paul Mukendi, qui va certainement organiser sa conférence et il va passer son message. Il faudrait que les citoyens se sentent en paix chez lui, au Congo. S'il a été maltraité au Canada,
encore qu'il faut le vérifier. Il faudrait qu'il se sente à l'aise, heureux chez lui et accompagné, soutenu par notre État qui reste un État laïque, la République démocratique du Congo. On va passer de la religion à la politique. Politicienne, nous allons parler, c'est les Kanangila. Juste en quelques mots, comment se porte aujourd'hui le Congrès national congolais dont vous êtes le secrétaire national et en charge de la communication et porte-parole du parti. Comment se portent ces partis politiques aujourd'hui? Notre parti se porte à merveille. Son autorité morale, son excellence Pius Mwabilou, qui me regarde certainement aussi, son président intérim Léopold Muyembe, son président de la Ligue de jeunes, la présidente de la Ligue de femmes et l'ensemble de départements de ce grand parti membre de l'Union Sacrée et même précurseur de l'Union Sacrée, parce que je rappelle ici que c'est nous qui avions montré la voie de l'Union Sacrée à beaucoup, même si par la suite beaucoup d'opportunistes y sont venus, on va peut-être en parler. Alors aujourd'hui, il n'avait plus à notre autorité morale de donner sa bénédiction au président intérim Léopold Muyembe pour mettre en place un nouveau bureau politique en perspective des élections de 2023. C'est d'ailleurs cette décision qui a fait de moi secrétaire national du parti en charge des communications et médias et par conséquent porte-parole du parti. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train, porte-parole du parti et de Pius Mwabilou. Nous sommes en train, laissez-moi, vous me posez beaucoup de questions à la fois, il faut quand même me laisser finir. Je connais que vous avez un style un peu bousculant. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Nous avons levé deux options. La première option, c'est de faire du président Tshisekedi le vainqueur de l'élection de 2023. La deuxième option, c'est de faire en sorte que le Congrès national congolais soit le parti qui aura un grand mot à dire dans différentes institutions grâce à son poids politique. Voilà pourquoi notre autorité morale, comme il aime être sur terrain, a au jour d'aujourd'hui déployé ses différents collaborateurs sur terrain pour travailler afin d'atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire que le CNC ait beaucoup d'élus, tant au niveau provincial que national, et que le président Tshisekedi, dont nous portons la candidature en tant que Congrès national congolais, en tant qu'Alliance pour l'avenir, puisse gagner l'élection de 2023 afin de l'aider, n'est-ce pas, à achever les différents projets, les différentes actions qu'il est en train de mener pour le bien-être des Congolais, parce que je rappelle ici que le CNC, nous prônons une gouvernance axée sur l'intérêt général, et parce que le président Tshisekedi incarne cet intérêt général-là, nous avons levé l'option de l'accompagner, non pas un opportuniste, mais un véritable citoyen, amoureux, patriote, et le comportement, par exemple, de notre autorité morale au ministère de l'Urbanisme et Habitat, dont le bilan vous a été communiqué, en est une illustration. Très bien, c'est les Kanangila. Une question, qu'est-ce qui a changé après que Pius Mwabilou soit élevé au poste de ministre d'État au niveau du parti? Il prend un secteur qui fonctionnait avec un décret signé par le gouverneur général depuis 1957. Un décret qui, à l'époque, était conforme aux réalités du moment, parce que la ville de Kinshasa, par exemple, a été construite pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 10 millions. Il fallait trouver un instrument juridique adapté aux réalités actuelles. C'est comme ça que l'homme va initier un projet de loi portant construction et urbanisme. Ça, c'est pour Pius Mwabilou, parce qu'il fallait partir de là. Il trouve toutes les maisons de l'État éparpillées à travers la République, pratiquement comme un bien sans maître. C'est l'essence de ces spoliations multiples auxquelles nous avons assisté ces dernières années. L'homme lève l'option de doter ces maisons de titres, en quelque sorte, pour les protéger. Ça, c'est Pius Mwabilou. Il lance la campagne. Pas une seule maison de l'État entre les mains des individus. C'est l'essence de la campagne, dont la commission d'ailleurs, dont j'ai été chargé de communication, qui a identifié, parce qu'il fallait d'abord savoir l'État dispose de combien de maisons, qui en sont les occupants et sur base de quel contrat ils occupent ces maisons-là. Aujourd'hui, vous êtes sûr que beaucoup de maisons ont été récupérées par cet homme et reversées, n'est-ce pas, au domaine privé de l'État. Ça, c'est Pius Mwabilou. Pius Mwabilou, c'est aussi la création du guichet unique. Aujourd'hui, l'argent que génère l'urbanisme habitat
est directement versé dans un guichet, alors qu'il y a plusieurs années, chacun pouvait les récolter à sa manière et en faire ce qu'il voulait. Pius Mwabilou, c'est aussi leurs recettes qui ont été quadruplées. Vous êtes journaliste, vous savez qu'il a reçu les félicitations de la commission de la DGRAD, qui est parvenue à la conclusion telle que depuis que ce ministère existe, en tout cas, on n'a jamais assisté à une telle maximisation. Pius Mwabilou, c'est le contrat avec Shelter Afrique. Lorsqu'il est nommé, Shelter Afrique a interrompu la collaboration avec la RDC parce que nous étions insolvables. C'est grâce au président de la République que la RDC paye sa part. Elle revient à la table des discussions. J'ai eu la chance de l'accompagner à Yaoundé, au Cameroun, vous le savez, aux assises de Shelter Afrique. Là, il arrache un contrat. Shelter Afrique viendra ouvrir un bureau, une représentation à Kinshasa, ce qui va générer les emplois pour les Quinois. Mais en plus, Pius Mwabilou a gagné la dédensification de la ville de Goma, son extension justement vers Saké 1 et Saké 2. Voici, en quelque sorte, c'est que le passage de cet homme à la tête de ce ministère va laisser ou aura laissé aux Congolais. Les réalisations, elles sont nombreuses. Je ne saurais peut-être pas les étaler toutes, mais si nous avons assez de temps, vous pouvez toujours m'accorder la parole. Je vais vous en ajouter d'autres. Vous pensez que s'il y a un remaniement, il sera sans doute reconduit? Je vous dis que si le président Tshisekedi avait 10 ministres comme Pius Mwabilou, beaucoup de choses allaient changer dans ce pays. Est-ce qu'il a... Vous voulez dire qu'il n'a pas 10 ministres? S'il vous plaît, je dis que s'il avait 10 ministres comme Pius Mwabilou, au regard des réalisations que je viens de vous énumérer, beaucoup de choses allaient changer dans ce pays. Il s'est fait malheureusement. Vous voulez dire qu'il fait malheureusement. Laissez-moi alors aller jusqu'au bout de ma logique. Il s'est fait malheureusement que lorsqu'on a ouvert la barque Union Sacrée, il y a eu beaucoup d'opportunistes. Ces gens qui étaient venus d'ailleurs repêcher après avoir contribué au recul de ce pays. Les uns ont été gouverneurs au Katanga. Ils ont mis 14 ans. Katanga dans son ancienne configuration. Ils se sont énormément enrichis. Aujourd'hui, ils se font malheureusement passer pour donneurs de leçons. Et donc, l'Union Sacrée, il y a des gens qui étaient venus servir la République comme Pius Mwabilou. Il y a des opportunistes qui étaient venus s'enrichir. Et nous pensons qu'il est temps que le président de la République prennent le balai afin de permettre au Congo, aux Congolais, n'est-ce pas, de se retrouver, parce que nous, en tant que SNC, nous appuyons toute action qui met l'homme au centre de tout. C'est même ça le sens du slogan « Le peuple d'abord ». Et nous disons « Le peuple d'abord » signifie que le peuple doit être le premier bénéficiaire de toute action entreprise par les autorités publiques. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous n'êtes pas avec nous. C'est ça notre démarche. Et donc, aujourd'hui... Allez-y. Ma question est simple. Vous dites que le chef de l'État n'a pas 10 ministres comme Mwabilou. J'ai donné les éléments. Vous avez maintenant, s'il vous plaît, s'il avait moi, je vous dis, j'ai donné les éléments. Maintenant, moi j'ai donné. Je vous ai déjà compris. Je dis, j'affirme que si le président de la République, vous pouvez assumer vos propos. Si le président de la République avait les gens qui aimaient le pays comme Mwabilou, avec les gens qui privilégiaient, s'il vous plaît, avec les gens qui privilégiaient l'intérêt général comme Mwabilou, avec les gens qui faisaient passer l'intérêt général avant tout autre intérêt comme Mwabilou, beaucoup de choses allaient changer. Et j'ai continué en disant, malheureusement, dans la barque Union Sacrée, il y a eu beaucoup d'opportunistes. Ça, vous l'avez dit, mais moi, je voudrais que les choses soient claires. Et alors, claires, comme l'eau de roche. Elles sont déjà claires. Ne me poussez pas à dire ce que vous voulez que je dise. Non, pas du tout. Je reprends. La preuve, c'est que je vous laisse la liberté de vous exprimer. Alors, s'il avait dans ce gouvernement, non. Si dans ce gouvernement, les choses changeraient. Si dans ce gouvernement, pourquoi vous voulez que je ne dise qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est moi qui vous êtes. Moi, je suis venu répondre à votre invitation. Alors, ne me mettez pas les choses dans la bouche, monsieur Lokala. Je dis que s'il y avait des gens qui aiment ce pays, qui peuvent s'oublier, qui peuvent s'ignorer, qui peuvent faire travail comme celui fait par Mwabilou à l'urbanisme habitat, beaucoup de choses allaient changer dans ce pays. Très bien, j'ai changé la question. Ils sont combien au gouvernement? C'est qui aime le pays comme Mwabilou? Le gouvernement a à peu près 56 ministres. Sur les 56, ça c'est votre travail en tant que journaliste. Moi, j'ai mis sur vos tables les réalisations depuis ce Mwabilou. Maintenant, vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Enquêtez sur d'autres ministres et dites-moi combien peuvent être comme lui. Ça sera une très bonne chose. Très bien. Ne m'amenez pas à citer les noms
des gens sur le plateau. C'est bien scellé, Kanangila. Vous faites bien le job du porte-parole de Pius Mwabilou Mbayou Moukala sur ce plateau de télé. Vous ne faites que votre travail de politique, hein, même si vous avez du mal à vous débarrasser de votre casquette de journaliste. Alors, vous savez très bien, tout comme moi, vous êtes à l'Union Sacrée. L'Union Sacrée nous en sommes précurseurs. Ouais, c'est comme ça. Même si cette union n'existait pas, mais au moins vous êtes sans ignorer qu'au sein de cette union sacrée, il y a le parti présidentiel qui, à mon humble avis, est le parti phare, où son président Ali a été humilié, saboté, sa résidence est saccagée. Et à l'union sacrée, les gens sont divisés. Il y a des gens qui pensent que l'acte commis par les policiers du premier vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas encouragé, il faut dénoncer, mais il y a d'autres qui pensent qu'il faut décourager le comportement de ces éléments de la garde des Républicains qui sont allés les saboter chez lui à la maison. Vous êtes de quel camp? D'accord, vous avez dit que l'Union Sacrée n'est pas union, non, elle l'est, mais c'est vrai qu'au sein de l'Union Sacrée, il y a deux gens qui ont contribué au recul de ce pays, qui ont été repêchés de bonne foi par le président de la République parce qu'ils voulaient faire participer tout le monde au rayonnement du Congo, mais qui n'ont pas pu se détacher de leur sale comportement, de leurs antivaleurs. C'est comme ça que nous disons, au nom de l'intérêt général, qu'il est temps, n'est-ce pas, de regarder les choses comme elles se présentent et d'agir. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, moi, je suis du parti qui prend le valeur. Le CNC, nous prenons la justice pour tous. Je note un premier élément, ce qui est dans un état de droit, on ne se rend pas justice. Tout part de l'interpellation d'un élément de la garde républicaine dans un embouteillage où les éléments, désarmés complètement, où les éléments commis à la sécurité de l'honorable Jean-Marc Kabound sont sortis, descendus de leur véhicule, interpeller cet élément de la garde républicaine dans des conditions pas très bonnes. Ça, il faut l'avouer. Maintenant, j'ai d'abord apprécié l'attitude de cet élément de la garde républicaine parce que je disais à un ami, si c'était quelqu'un sans maîtrise, on aurait peut-être eu assisté au pire pendant le moment. Il a été pris au dépourvu, pendant le moment de son interpellation. Et donc, il a fait profil bas, ce qui a évité le pire à la nation. Maintenant, je pense qu'après ce bon comportement que j'avais salué, il ne revenait pas aux autres éléments de la garde républicaine d'aller faire irruption dans la parcelle de M. Kabound comme pour se faire justice, parce que dans un état de droit, on ne se fait pas justice. Ils auraient dû saisir les instances compétentes pour interpeller les policiers et voir si des sanctions exemplaires peuvent être prises. Et donc, étant membre d'un parti républicain, je condamne les comportements affichés de part et d'autre et je demande que la justice s'en saisisse pour que chacun soit remis dans ses droits selon qu'il a mal ou bien agi. Au niveau politique, les gens sont divisés. Oui, mais la Kabound division... a été humilié politiquement. La division en politique, s'il vous plaît. La division en politique, elle est normale. Parce que dans chaque parti politique, il y a toujours des courants. Dans chaque parti politique. C'est normal, ça fait même partie de la démocratie que les gens qui sont du courant Kabound donnent un point de vue qui peut être contredit par des gens qui sont de notre courant politique. Je vous ai suivi dans votre direct de tout à l'heure, parce que j'arrivais un peu avant, dresser la liste d'un courant. Je ne vais pas revenir ici, ce nom-là, ici. C'est normal que les gens appartenant à ces courants politiques jugent d'un mauvais œil ce qui s'est passé et vice-versa. Et donc ça fait partie d'un débat démocratique qui ne doit pas faire partie de débats à la télévision parce que ce n'est pas une affaire d'État. Le parti politique est un fait privé qui n'a rien à voir avec l'État. Et donc je suppose qu'il s'agit d'une querelle dans la maison. Bien que à côté, bien qu'à côté il y a un membre de la famille qui a les fonctions de l'État, mais il s'agit d'une querelle au nom de l'UDPS, parlant de courants politiques auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Kanangila ne voit pas pourquoi ça doit faire sujet à débat dans des plateaux télévisés. Est-ce que ceux qui pensent que Kabound a fait ombrage au président de la République par rapport aux échéances prochaines n'ont pas été à l'origine de cette... D'ailleurs, moi, je ne suis pas le incident malheureux. Je ne suis pas le porte-parole de M. Kabound.
Je ne suis pas non plus le porte-parole de ceux qui développent cet argumentaire-là. Mais en tant qu'analyste... Mais il monte quand même avec beaucoup de... Il monte en pompe, l'honorable Kabounda. Bon, mais s'il monte, ce n'est pas un problème. L'homme n'est pas né pour rester statique. L'homme doit évoluer. Moi aussi, il y a 5 ans, il y a 4 ans, je n'étais que président des étudiants à l'IFASIC. Aujourd'hui, je suis porte-parole national d'un grand parti. Quelque part, j'ai fait un pas. Vous pensez que les ambitions de Kabounda, pourquoi les probables ambitions de Kabounda seraient légitimes? Vous, je vous ai connu à l'IFASIC, secrétaire général d'un gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes grand journaliste au pays. Je vous ai vu avec M. Katumbi à Kisangani, même si j'ai fait partie des gens qui pensent que Katumbi n'a aucune recette à présenter aux Congolais pour être président de la République. Mais quelque part, vous avez fait un pas en avant. Pourquoi vous voulez vous évoluer et refuser à Kabounda d'évoluer? Nous sommes allés faire notre travail de journaliste. Mais il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit que vous êtes allés là-bas faire notre travail. J'ai dit que vous êtes allés faire. Mais aujourd'hui, quand vous faites partie des journalistes qui accompagnent les hommes politiques dans d'autres provinces, dans d'autres pays, quelque part, vous avez fait un pas. Vous n'êtes pas un local que j'ai connu il y a 6 ans. Quelque part, vous avez évolué. Et donc, les ambitions de Kabounda sont-elles légitimes? Je ne sais pas de quelle ambition vous parlez. Présidentielle. Kabounda n'a jamais dit qu'il a les ambitions présidentielles. Mais on les soupçonne. Alors, mais soupçonner quelqu'un, c'est toujours bien, mais il faut attendre que cela soit dit, parce que moi, je vous ai dit que je ne fais pas de débats autour des choses qui n'existent pas. Exactement, vous ne faites pas de débats autour de choses qui n'existent pas. Vous avez le tact de l'honorable Lambert Mende qui est ami à Pius Mwabilumba Mukala. Je redoute que l'on puisse vous administrer une dose du mendisme. C'est le Kanangila, porte-parole du CNC, Congrès national congolais. Il est le porte-parole. C'est le Kanangila. On va clôturer définitivement cette polémique Kabounda. Vous savez, l'UDPS est très très divisé par rapport à cette question. Il y a même un ami qui a été victime d'une agression parce qu'il avait soutenu l'honorable Kabounda qui a quand même subi une grande humiliation. Les images que vous avez vues sur les réseaux sociaux en disent beaucoup. Et notre ami qui a soutenu Kabounda a été agressé par d'autres camarades de l'UDPS. Nous décourageons ici avec la plus grande fermeté ces actes barbares. Nul ne peut être victime de ses propres opinions, encore que nous sommes dans un état de droit où il y a des valeurs comme la tolérance, l'écoute et tout ce qui va avec la démocratie. La page UDPS avec toutes ces polémiques définitivement clôturées. Nous allons ouvrir le sujet phare de cette émission. La Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complet les quelques membres qui manquaient à cette liste des animateurs de la centrale électorale ont été définitivement complétés, investis par le président de la République, mais du côté du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, on continue à contester les délégués qui, par miracle, se sont retrouvés sans mandat du parti au niveau de la centrale électorale. Mais de l'autre côté de Martin Fayoulou, on continue à militer pour la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a même une marche en gestation pour revendiquer un consensus autour des réformes électorales. C'est dans ces contextes que la machine CENI est en marche désormais. C'est les Kanangila. Nous pouvons dire aujourd'hui que plus rien ne pourra arrêter la CENI à faire son travail, même s'il y a des contestations de part et d'autre, comme je viens de les rappeler ici. Les contestations dans un état de droit, elles sont normales. Encore qu'il faut faire la démarcation, le parallélisme, si vous voulez, entre ce que vous avez appelé l'unanimité. Lorsqu'on dit tout le monde est unanime, c'est toujours différent du consensus. Donc, l'unanimité n'est pas consensus. Or, lorsque vous lisez la Bible, la charte des confessions religieuses, articles 16 et 17, ils agissent, ils élisent par consensus. Lorsque le consensus n'est pas trouvé, ils passent au vote. Ces deux dispositions ont-elles été respectées ou pas? Je dis tout de suite oui. Ceux qui sont en opposition disent non. L'Église catholique et l'Église protestante disent que la procédure n'a pas été respectée. C'est 8 confessions religieuses, chacune représentant une voix, 6 confessions,
se sont exprimés en faveur d'un candidat, en l'occurrence M. Kadimon. Je suis d'ailleurs désolé que cela vienne de nos pères spirituels qui sont censés nous prêcher les valeurs. La logique voudrait que la minorité se taise face à la majorité. Ils ont dénoncé des violations par rapport à la procédure. La procédure a commencé par la récolte des candidatures par un secrétariat technique chapeauté par M. Labin Cholet. C'est lui qui a récolté toutes les candidatures, qui les a traitées, parce que y compris celles des candidats. Bien sûr, une candidature ne peut être soumise au débat qu'après traitement. Je suppose que toutes les candidatures qui ont été soumises au débat ont été traitées et avaient répondu à tous les critères. Très bien. Là, on est tout à fait d'accord. Voilà. Comment on va soulever un problème des irrégularités alors qu'on est déjà au moment du vote, pendant que ces candidatures sont passées par diverses étapes? Je peux vous rafraîchir la mémoire. J'ai un grand respect. Allez-y, monsieur. Vous savez très bien que les PV du vote n'ont pas été transmis par la personne qui a compétence. L'article 18 de la charte, oui. Mais là, vous me donnez juste une partie de cet article parce que l'article a 2 alinéas. Le premier alinéa, effectivement, les travaux des confessions religieuses sont convoqués soit par le président, soit par son adjoint, ou en cas d'absence par la majorité de ses membres. La majorité qui convoque. Bien sûr. Je suis dans la charte, moi. Vous savez, je ne fais plus un débat de la rue, monsieur Lokala. Je suis dans la charte. Comment la majorité pouvait convoquer? Non, mais ça, c'est dit dans l'article 18 de la charte. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est dit, les travaux des confessions religieuses sont convoqués soit par le président, soit par son adjoint, ou en l'absence des deux, par la majorité de ses membres. Vous dites que lorsque le président, qui est la Cinco, et le vice-président, qui est le CC, n'étaient pas là, la majorité, le CC ne pouvait pas convoquer. Elle avait tous les droits selon la charte de convoquer. Et donc, maintenant... Une autre question. Allez-y, monsieur. Qui a compétence d'engager la charte, la confession religieuse? Mais la question est traitée dans la charte. La charte, vous savez... Mais dans cette charte, on parle du compétence du président. Je suis très désolé. Ouais. Parce que nos pères religieux se sont comportés exactement comme nos acteurs politiques. Là, vous sortez de la charte. Hein? Non, je ne suis pas... Je suis dans la charte. Quand on aborde les compétences du président, il est le seul qui peut engager... Laissez-moi juste développer mon argumentaire. Allez-y. Je disais, j'exprimais ma désolation aux Congolais, aux pères spirituels, parce que là, ils se sont comportés exactement comme les acteurs politiques congolais. Comment ils se comportent, les acteurs politiques congolais? La Constitution n'est Constitution que lorsqu'elle lui donne raison. En ce moment-là, elle est Constitution. Lorsqu'on lui dit que pour organiser une manifestation, il faut informer l'autorité, il ne prend que cet alinéa-là. Non, nous sommes dans un régime d'information. Mais à côté, pourquoi on informe l'autorité? C'est parce qu'on suppose que l'organisateur de la manifestation ne dispose pas les moyens pour sa sécurité et pour la sécurité de gens qui vont répondre à son appel. L'État est censé. Et donc, si l'État vous dit, bon, ok, pour telle date, pour tel événement, je ne sais pas vous sécuriser, laissez-moi sécuriser tel événement pour que je revienne vers vous en telle date, on suppose. C'est pratiquement ça. La charte dit ceci. L'article 18, les articles 18-19. La majorité des confessions religieuses peuvent, conformément à l'alinéa 2 de l'article 18, convoquer les travaux en l'absence du président et du vice-président. Mais c'est la logique. Lorsqu'on a convoqué les travaux, on ne signe pas à la fin. Parce qu'un document sans signature n'a pas de valeur juridique. Je pense que ce débat... Admettons, permettez-moi. Je vais toucher là où ça fait mal. Permettez que je vous pose une question. Oui. C'est les Kanangla, admettons que ce que vous dites est vrai et que après vote, ils allaient certainement signer, apposer leur signature sur le PV. Mais est-ce que la charte leur donne la possibilité, la compétence d'aller déposer ces PV au niveau du bureau de l'Assemblée nationale? Mais lorsque les gens qui d'autant plus que les articles que vous citez donnent ces compétences au président de la composante confession religieuse. Mais si le président est empêché, au vice-président, n'est-ce pas? Si le vice-président n'est pas là, c'est la majorité de ses membres. La charte ne dit pas ça. C'est ça ce que dit la charte. Non, mais c'est la suite logique. Je ne sais pas, c'est la suite logique. C'est la suite logique. Alors, je voulais terminer. Ça me dit que la réalité, c'est laquelle? Lorsqu'on fait 1000 pas en arrière pour comprendre l'esprit de parties prenantes, des acteurs ayant pris part aux travaux de Sun City, qui avaient levé l'option de convoquer, de confier cette tâche
aux responsables religieux. L'idée, c'était que c'est des gens sans parti pris, les gens moraux, les gens neutres, les enseignants de la parole de Dieu. C'est des gens, en principe, qui ne pouvaient pas aller là-bas pour un camp ou pour un autre. La réalité? Mais la réalité, elle est décevante parce qu'on a vu... Dans son ensemble. Exemple, parce que, la réalité dans son parce ensemble. Parce qu'on a vu, par exemple... La réalité dans son ensemble. Il est dit... Est-ce que je peux... vous me perturbez, je peux avancer. Il est dit que chaque confession religieuse parraine un candidat. Et qu'un candidat membre de la CENI ne peut pas être membre d'un parti politique. Mais vous savez que parmi les confessions religieuses, il y a des confessions religieuses qui ont porté la candidature de M. Cyril Ebotoko, vous êtes journaliste, qui fut candidat pour le compte de la Mouka dans la province de l'Équateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ces confessions religieuses-là avaient déjà des couleurs politiques et donc leurs responsables étaient venus défendre celles-ci. N'ayant pas trouvé gain de cause, il fallait alors jouer les tout pour les tout. On ne va pas refaire l'histoire. Prenons un autre bloc. Le Front commun pour le Congo n'a envoyé aucun délégué. Non. En croire à Raymond Tshibanda qui coordonne quand même cette cellule de crise du Front commun pour le Congo. La famille de Joseph Kabila. Aujourd'hui, comme par miracle, Agé Matembo et les autres sont là à la CENI au nom du Front commun pour le Congo. Vous pouvez regarder nos téléspectateurs qui les a récusés au fait. Tout droit dans leurs yeux, dire aux téléspectateurs que Raymond Tshibanda est plus kabiliste qu'Agé Matembo. Le problème ici n'est pas d'être plus kabiliste que l'autre. Le problème est d'être délégué par celui qui a compétence. Vous savez, personne n'a interdit à personne ni d'envoyer les délégués, ni de participer au processus électoral. Nous disons au CNC, autant les compatriotes estiment qu'ils ont les droits de boycotter les processus, de les critiquer à mal, autant ils ont le devoir d'accepter que nous, en tant que CNC, qui tenons à l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel, parce que organiser les élections en 2023 ne dépend ni de Tshisekedi, ni de Pius Soumaïlou. Vous avez quand même dévié cette question de qui. Et donc, la délégation du pouvoir pour représenter le Front commun pour le Congo à la centrale électorale. Que le bureau de l'Assemblée nationale a été même plus large. Il a été, je vais dire, plus compréhensif. Il a accordé des délais et des délais aux compatriotes. Mais nous avons réalisé que les compatriotes, sachant qu'ils ne peuvent pas faire face à Tshisekedi en 2023, aujourd'hui... Vous avez fait recours au débauchage? Non, pas le débauchage, laissez-moi y aller. Eux, ils ont voulu étaler le lit de la contestation pour avoir un discours. Parce que j'ai toujours dit, quand vous passez en revue les potentiels candidats de 2023, personne ne peut battre Tshisekedi. Personne. On n'en est pas là. Personne ne peut le battre. Il ne s'agit pas de la candidature. Mais c'est ça que j'ai dit. Nous parlons de la CENI. C'est pour ça que j'ai dit. Ouais. J'ai dit, maintenant sachant qu'ils ne peuvent pas faire face, ils vont présenter Kadima d'abord comme son neveu. Personne ne nous a dit... Non, moi je ne vais pas répondre par vrai ou faux. Moi je vous donne les faits. Non mais ces faits doivent être authentiques. Ces faits doivent être authentiques. Lorsque Kadima est accusé d'être le neveu du président de la République, est-ce que ceux qui l'accusent ont raison ou ils ont tort? Il faut éclairer l'opinion. Non, j'ai dit... L'émission, on nous suit, les gens nous suivent. Ils ont besoin de comprendre si ce qui est avancé contre lui est faux ou vrai. Ils ont totalement tort. Il n'est nullement le neveu du président. N'a jamais été neveu du président de la République. Continuez. Ils ont dit de lui qu'il était membre de l'UDPS. Personne n'a jamais été à l'UDPS. Personne n'a brandi ni la carte de Kadima à l'UDPS, ni une photo, même une vieille photo, parce qu'à l'heure du développement numérique, on ne peut pas parler pour parler. Les preuves, elles sont partout. On peut à n'importe quel moment les mettre à la disposition du public. Et donc, au jour d'aujourd'hui, personne n'a réussi à prouver à l'opinion que Kadima avait de relations ni avec le M. Tshisekedi, ni avec certains de ses collaborateurs, encore moins certains membres de sa famille. Et donc, c'est un faux fuyant. On lance un appel d'offres qui a circulé dans tous les réseaux sociaux du monde, où on cherchait le candidat désireux d'occuper le secrétariat exécutif de la CENI. Une soixantaine de candidatures récoltées. On va arriver là. C'est le Kanangila, permettez-moi qu'on finisse un peu avec ces contestations. On a abordé le bloc religieux, le bloc Front commun pour le Congo. Allons-en maintenant chez le président élu, Martin Fayulu.
Élu le selon président élu Facebook. selon J'ai ses vu, il a sympathisants. prononcé son discours sur l'état de la nation devant Très bien. des chambres Facebook Très bien. et, Vous l'avez un peu et caricaturé. WhatsApp réunis en congrès. Vous l'avez un peu Ça m'avait caricaturé. quand même fait rire un peu. Vous l'avez un peu caricaturé. Mais il faut aussi être Non, j'avais tolérant. vu ça Il sur faut aussi Facebook. être tolérant quand on caricature le président. Non, de la on n'avait République. pas Il ne faut pas envoyer la caricaturé. nerf et la police pour arrêter les gens. Alors, Sile Kanangila, je vous provoque un peu. Le président élu, Martin Fayoulou Madidi, comme aime bien l'appeler ses sympathisants, continue à lutter pour la dépolitisation de la CENI. Il y a la dépolitisation, puis les consensus autour des réformes électorales. Est-ce que vous allez accéder, vous, je parle de vous, du président Tshisekedi et la bande des Unions Sacrées, est-ce que l'Union Sacrée avec le président et le président Tshisekedi vont accéder aux revendications de Martin Fayoulou, l'honorable d'abord Fayoulou, par rapport à la dépolitisation et au consensus autour de réformes l'honorable électorales? Fayoulou est député national. S'il y a des réformes, il peut initier. Il a renoncé à son mandat. C'est son suppléant qui a mais l'argent va où? Qui a été validé. L'argent va où? Non, mais c'est son suppléant Non, c'est lui qui a été validé qui touche suppléant? l'argent. Qui est suppléant? C'est quelqu'un de la famille. Je ne veux pas verser dans ce débat-là. Vous parlez à un journaliste. Lorsqu'on parle, Vous parlez... lorsqu'on Non, dit non, quelqu'un de mettre la s'il famille, vous plaît. vous rejetez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. L'honorable Fayoulou peut entreprendre une démarche concernant une réforme au niveau de l'Assemblée nationale. Et parce que nous sommes dans un état d'abord de la droit, dépolitisation de la que- CENI. J'en viens à la dépolitisation. Et parce que nous sommes dans une démocratie, la majorité va se prononcer. Là, il n'y a pas de débat. Parce que réforme, lorsqu'on en parle au Congo, chacun prêche réforme selon qu'elles sont à son avantage. Vous connaissez les comportements des acteurs politiques congolais. Votre comportement. Quand on parle, les s'il vous acteurs plaît, politiques. quand on parle réforme, Faut dire, vous Jean-Pierre connaissez notre Bemba, comportement. s'il vous plaît. Vous êtes aussi acteur politique. Lorsqu'on parle réforme, Il ne faut pas vous dédouaner, Jean-Pierre Bemba, désormais. lorsqu'on parle réforme, Jean-Pierre Bemba peut dire, bon, écoutez, on revoit la loi électorale, je redeviens éligible. Voilà. Dans la tête de M. Katumbi, c'est que cette histoire de double nationalité me colle un peu à la peau. Si ça peut être Non, mais une fois il pour est toutes des tranché, s'il nationalités vous plaît. congolaises. Non, je ne vais pas verser dans ça. Ouais. Je ne vais pas verser dans ça. Moi, je suis en train de vous donner les éléments. Je ne suis Voilà. pas venu ici, vous n'êtes pas mon contradicteur. Pardon. Je vous relance. Alors, pour M. Katumbi, c'est que cette histoire de double nationalité l'a collé à la peau. Vous savez aussi l'histoire sombre entre le Congo et le Rwanda. On dit aussi que dans sa maison, il y a une Rwandaise. Donc, ça va poser d'énormes problèmes. Là, vous ne pouvez pas me contredire parce que vous savez que je peux tirer, Non, je ne vous contredis pas. sérieusement. Et donc, la réforme, selon lui, regarde son intérêt. Et l'Union Sacrée. La réforme, s'il vous plaît. Selon l'Union La Sacrée. réforme, c'est-à-dire que si on s'en tient aux réformes aujourd'hui, nous allons faire des réformes selon tel. Finalement, on n'aura pas ces élections. C'est un élément. Ça, c'est un élément. Est-ce que toutes ces revendications ne sont pas légitimes? Non, il y a Avant de répondre à la non, question. D'abord, nous sommes dans un état démocratique. C'est des citoyens qui s'expriment. Nous, on prend ça au sérieux, mais nous voulons qu'en face, qu'ils comprennent aussi qu'autant eux ils disent oui, nous pouvons dire non. Maintenant, c'est à la majorité de l'emporter parce que nous sommes dans un régime démocratique. C'est ça le problème. Maintenant, j'en viens à la dépolitisation de la CENI. Patrick Lokala, la dépolitisation de la CENI est Le concept est très consommé par l'opinion. Non, elle est consacrée. Je parle de la politisation de la CENI. Elle est consacrée par nos différentes lois. Ce sont ces lois. Comme par exemple. Ce sont des lois, notamment la loi électorale elle-même. Ce sont ces lois qui disent présidence, société civile, vice-présidence, majorité, deuxième vice-présidence, ainsi de suite. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que la CENI elle-même, elle est l'émanation, c'est le bureau, c'est l'Assemblée nationale qui entérine le membre de la CENI. C'est-à-dire c'est un fruit politique. Pour dépolitiser la CENI aujourd'hui, il faut revoir la plupart de nos lois. Est-ce qu'on en a le temps? C'est comme ça que je vous ai dit, tous ces débats-là, les gens savent que Tshisekedi va les battre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplions les prétextes de manière à ce que même si nous bat demain, qu'on ait un discours. On va dire aux gens que le secrétaire exécutif qui a remplacé M. Malonda est de son parti politique pendant que ce monsieur a été désigné par Fayoulou et envoyé là-bas au nom de la dynamique de l'opposition. Je vous ai promis d'aborder la question, ne vous en faites pas. Il y a une méthodologie par rapport à la manière de conduire cette émission. J'ai prévu cela, ne vous en faites pas. Vous avez tellement envie d'aborder la question relative au secrétariat exécutif. Moi aussi, j'en mets d'envie. Ceux qui nous suivent aussi en ont besoin. Mais les consensus autour des réformes électorales. Est-ce que vous ne pensez pas que la situation devient de plus en plus crispée
il y a des contestations de part et d'autre. J'ai parlé du Front commun pour le Congo, les évêques de l'Église catholique, tout comme de l'Église protestante. J'ai parlé... Katumbi aussi a abordé la question de consensus. Martin Fayulu ne cesse de revendiquer les consensus autour des réformes électorales. Est-ce que vous ne pensez pas que pour un atterrissage en douceur, il faut que l'Union sacrée et le président de la République acceptent d'aller au consensus pour que nous n'ayons pas des élections qui seront contestées avec d'un côté un président proclamé par la CENI, confirmé par la Cour, mais de l'autre côté un président élu? Vous savez, quand vous parlez consensus, vous me renvoyez aux réformes dont on a parlé tout à l'heure. Je veux dire que réforme ici, c'est selon que c'est au goût de celui-ci ou de celui-là. Et donc, ça sera un peu compliqué. Maintenant, c'est quoi les consensus? Les consensus, c'est qu'on se met d'accord. Quand je parlais de la charte tout à l'heure, j'ai dit, c'est soit par consensus, c'est-à-dire on se met d'accord, on prend Patrick Lokala. Mais est-ce que dans cette société ici, la société dans laquelle vous avez évolué, vous êtes sûr qu'on peut trouver un consensus? Parce que, vous savez, quand vous parlez consensus, vous me renvoyez effectivement aux réformes. Je vous dis que c'est que les réformes, si on trouve un consensus sur une question qui est à l'avantage de Jean-Pierre Bemba, celle-ci, cette question donc sera contestée par Martin Fayulu, par M. Katumbi s'il ne trouve pas son compte. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que si l'un ou l'autre, si celui-là revient, moi je perds ceci ou cela, ça sera toujours compliqué. C'est comme ça que nous on dit, il faut beaucoup plus utiliser la démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. La minorité a parlé, nous applaudissons, mais lorsque la majorité s'exprime, en tout cas, on va débattre parce que nous sommes aujourd'hui à plus de 80 millions d'habitants. Après les élections, on va certainement quantifier le nombre de Congolais qui ont pris part au vote. En ce moment-là, nous allons réaliser si la majorité des Congolais est allée aux élections ou pas. Beaucoup de gens... Pour le moment, nous sommes en 2022, la population, la Constitution nous impose l'organisation des élections en 2023, mon cher frère. Les gens qui ne sont pas prêts, M. Fayulu a fait son temps, aujourd'hui il appartient au passé, les gens qui l'ont monté l'ont lâché, il sait bien, alors bien, que s'il y a élection en 2023, non seulement il n'aura pas de moyens financiers, mais il n'aura pas de moyens humains qui lui ont été donnés par d'autres personnes. Et donc c'est normal que lui joue au report, c'est normal qu'il joue à la diabolisation, mais ça peut aussi être une stratégie pour faire dormir ceux qui sont censés organiser les élections afin de les accuser demain de n'avoir pas respecté la Constitution. C'est pour ça que nous on dit, c'est 2023, nous au CNC, on se prépare parce que nous voulons donner le deuxième mandat au président Tshisekedi. C'est le Kanangila, il nous reste très peu de temps, nous impartis par la direction de programme de WEMSA, télévision de Polo Tosua. C'est le Kanangila, je vous ai promis que nous allons aborder la question. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui s'opposent à Félix Tshisekedi pensent que tout est fait dans le sens de le faire gagner. Il y a Kadima dont on a évoqué les noms tout à l'heure, dont on a cité les noms tout à l'heure, qu'il y serait non seulement membre de l'UDPS, mais aussi neveu du président de la République. Et récemment, vous avez vu le cas du secrétaire exécutif de la CENI, on a carrément dit que c'était un proche du président. Il y a quand même eu beaucoup d'élucubrations autour de cette question. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que ces noms qui sont cités et attribués comme proches du président de la République jettent un peu du discrédit sur la crédibilité de ces processus, en ce sens que même s'il y a élection, on risque de dire que tout a été fait dans le sens de tricher et de voler? Nous, au CNC, nous avons dit que chacun doit jouer son rôle, sa partition pour connaître ces élections en 2023, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ces élections et pour la réélection du président Tshisekedi et pour l'élection de nos députés qui seront nombreux. Vous aussi, vous serez candidat? Bien sûr, mais la loi ne me l'interdit pas. Dans quelle circonscription? Non, mais ça, je garde secret. Très bien. Ça, je garde secret. Mais je serai candidat, ça, c'est sûr. Maintenant, Kadima, au départ, neveu, personne n'a présenté la preuve. Bon, parce qu'on a monté neveu, ça n'a pas marché. Disons qu'il est de l'UDPS. Vous verrez que c'est un pétard mouillé parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, personne n'a présenté la preuve. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes pendant une période
de l'évolution numérique où aucune preuve ne peut rester cachée. Vous êtes vraiment sûr que si les gens n'avaient, ne fût-ce qu'une vieille photo de Tshisekedi Kadima, ils ne l'auraient pas balancé? Personne ne nous a prouvé ça. Même pas la carte. Même celui qui... On a vu la photo de celui qu'on a fait passer pour le secrétaire général. Mais j'en viens. Exécutif, avec le président sur les réseaux sociaux. Ce monsieur est membre de la dynamique de l'opposition. Il est recommandé à la CENI par Martin Fayoulou Madidi. Les documents sont dans les réseaux sociaux. J'ai vu un démenti apparemment. Non, mais il ne faut pas démentir oralement. Il y a un document. Il faut démentir par un document. Montrez-nous quand est-ce que ces messieurs étaient membres de l'UDPS. Parce que j'ai vu, moi, là, une lettre authentique. J'étais avec quelqu'un de Mouzitou hier sur un plateau de télévision qui ne m'a pas contredit. Une lettre authentique signée par Martin Fayoulou, envoyant ces messieurs à la Commission électorale nationale indépendante. Et sur la liste là, le monsieur y est allé comme membre d'une ONG proche de la dynamique de l'opposition. Rien à voir avec l'UDPS. Mais parce qu'on veut diaboliser, parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait élection, parce que les gens ont multiplié les stratégies pour obtenir un dialogue et avoir des postes ministériels, ils vont les coller à l'UDPS. Mais pourquoi on colle tous ces animateurs à l'UDPS et à la famille du président? Non, c'est un système. Il y a quelque chose qui cloche. Mais parce que les gens n'ont pas de discours, mon cher frère. Les gens savent. Vous pensez que les gens vont monter la même stratégie pour toutes les personnes? Les gens savent que s'ils vont aux élections, au regard de l'état dans lequel se trouvait le Congo, au regard des efforts consentis par Tshisekedi, à une élection transparente, ils ne peuvent pas gagner Tshisekedi. Ils le savent. En dehors des discours de diabolisation. J'ai dit en dehors des discours de diabolisation. Si on voit seulement action par action, depuis l'indépendance, Mobutu a fait 32 ans. Afdel et Joseph Kabila ont fait 22 ans. Joseph Kasavubu a fait 4 ans. Si on prend toutes ces années, on regarde l'état dans lequel ce pays s'est trouvé à l'aube de 2019, personne ne peut battre Tshisekedi. Personne. C'est les Kanangila. Mboke Koufa, qu'est-ce qui a été fait pour ressusciter le pays? Beaucoup de choses. La grande des choses, c'était de ressusciter la justice. Parce que il n'y a jamais eu de réforme. J'ai suivi les gens. À ce que je sache. J'ai suivi les gens. Dans ce secteur, il n'y a jamais eu de réforme. J'ai suivi les gens vouloir entretenir un débat autour de cette phrase sortie d'ailleurs du contexte. Rapidement, ce sera votre dernier mot. Effectivement, le pays était par terre, il était mort. Il est en train d'être ressuscité. Je note que beaucoup de choses ont été faites, mais c'est insuffisant au regard du besoin. Nous encourageons les autorités publiques à faire du peuple le premier bénéficiaire de toutes les actions entreprises et même de celles à entreprendre. Merci beaucoup, Sélé Kanangila. Je vous en prie. Un petit mot de conclusion. J'ai aimé l'émission, je vous félicite. Je félicite mon aîné Paul Tossoa. Le cadre, il est quand même impeccable. Oui, pour sa télévision. Je pense que c'est... Lui, il aime souvent quand vous dites, vous le félicitez, il faut dire Beta Biloko. Ah, viens dans la Beta, Bimisa. Hein? Voilà. Bon, émission à Beta Biloko. Hein? Très bien. Très bien. C'est sur cette note d'ambiance que nous mettons un point final à cette émission. Restez branchés à nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.